Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du hors-sujet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé cette rubrique, ce nouveau format de podcast. Ça fait quand même quelques mois qu'on n'en avait pas réalisé un, mais c'est pour revenir avec un excellent sujet qui va très certainement vous intéresser. Et juste avant, évidemment, de vous donner le sujet du podcast d'aujourd'hui, évidemment, j'accueille d'abord mes invités, mes intervenants qui seront là pour en parler avec moi de ce sujet. Et ben, tout d'abord, on a Alan Milanista avec nous. Comment ça va, Alan? Salut Karim, salut à tous. Bah écoute, ouais, ça va, hein, ça va tranquille. Petite trêve internationale égale petit sujet très intéressant qu'on va développer. Donc hâte d'être là et hâte de débuter. Et pour aussi nous accompagner, il y a aussi Soura Kata de Talk Foot. Comment ça va, Soura? Bah, ça va, merci de l'invitation. Très content d'être là pour un tout nouveau hors-sujet. Après la Coupe du Monde et un autre sujet précédent avec Erwin. Content d'être présent pour ce nouveau podcast. Eh bien, tu le disais, pour ce nouveau podcast, on va du coup parler de la multiplication des cas de grève des joueurs qu'on a vus durant le précédent mercato, les cas de grève de Kolo Muani, le cas de grève de Matheus Nunes et d'autres que je passe. Donc, on va voir un peu, voilà, un peu cette prolifération des grèves de joueurs pour faciliter entre guillemets le transfert dans un nouveau club. Et on parlera aussi un peu voilà, quelle relation club-joueur à venir dans les prochains mercatos qui arrivent, hein, parce qu'on sait qu'il y a toujours plus d'argent dans le foot et peut-être un peu moins de qualité aussi. Hein, donc les joueurs valent de plus en plus cher et les jeunes joueurs veulent partir de plus en plus tôt. Hein, on a pu le voir à l'image de différents joueurs. Donc on va voir un peu bah, quel avenir un peu pour les relations entre les joueurs et leurs dirigeants pendant les prochaines périodes de mercato. Et juste avant de commencer ce podcast, comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Spotify de la Beneamata, de mettre évidemment les 5 étoiles sur le podcast et évidemment de vous abonner bien évidemment sur la chaîne YouTube, de liker et de commenter évidemment pour qu'on continue le débat en commentaire et toujours un plaisir de débattre avec vous sur les commentaires de la chaîne YouTube. On va commencer du coup tout de suite les gars avec, comme j'avais dit, les deux exemples de cas de grève les plus entre guillemets marquants de ce précédent mercato, Matheus Nunes qui a fait grève entre guillemets à Wolverhampton pour rejoindre Manchester City, transfert qui s'est réalisé, et Kolo Muani qui a fait grève à l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Paris Saint-Germain, transfert aussi qui s'est réalisé. Peut-être si on peut parler d'un transfert qui s'est pas réalisé, on pourrait parler de Boulaïdja qui aurait pu rejoindre Wolverhampton, mais finalement la Salernitana n'a pas cédé et là c'est un cas où le joueur ne s'en est pas remis, on va dire tout de suite. Hein, il a été réintégré dans le groupe beaucoup plus tard, d'ici en fin de mois de septembre. Soura, toi par rapport à ces cas de grève dont je parlais, on en a eu quelques-uns et encore là on parle des plus connus hein, dans les grands championnats, on va dire où la lumière a un peu brillé, où les caméras se sont un peu attardées sur eux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un peu de ce phénomène qui a existé, évidemment, hein, on se souvient de Cabaye aussi à Newcastle précédemment, ou d'autres joueurs qui ont fait des grèves pour partir. Hein, c'est clairement pas les premiers joueurs, mais on a un peu voilà, une multiplication, une prolifération de ce genre de cas récemment sur les derniers mercato à venir. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette tendance? Je trouve que c'est une tendance qui tend et qui tendra à se répéter d'année en année, notamment avec cette nouvelle génération de footballeurs qui sont capables de vouloir mettre la pression à tout va avec leur agent, qui sont prêts à tout pour la plupart pour vouloir partir d'un club et pour prendre l'exemple que j'ai suivi assidûment, on va dire, qui est celui de Randal Kolo Muani, vu qu'il a signé dans mon club, le Paris Saint-Germain. Bah, c'était quand même assez compliqué, parce que moi, je dirais même pas qu'il a fait grève, Kolo Muani, je dirais même qu'il a décidé de faire un abandon de poste, un peu comme au travail. Littéralement, il a décidé de faire un abandon de poste. Il a totalement dit à sa direction, c'est où vous trouvez une solution, où je ne joue plus pour l'Eintracht.
Et je pense que on peut utiliser ce terme-là pour Randal Kolo Muani, parce que là, ce qu'il a fait, c'était quand même assez grave. Et on peut remonter un peu plus loin avec Ousmane Dembélé, où lui aussi a déjà fait plusieurs fois grève. Et moi, c'est pas quelque chose dont je suis forcément fan, parce que si jamais tu rates le coche comme un Kolo Muani, par exemple, de ne pas partir, tu reviens tout simplement comme un malpropre dans ton club actuel. Et ça, tes supporters, tes joueurs, tes coéquipiers potentiellement pourront ne pas apprécier ce geste-là d'avoir tout fait pour quitter ton club. C'est des occasions qui pourront peut-être revenir. Il y a souvent cette excuse du fait que ah mais c'est maintenant ou jamais pour certains joueurs de faire grève. Peut-être que si je fais une mauvaise saison, peut-être que si j'ai une blessure, pour un Kolo Muani, par exemple, le Paris Saint-Germain ne reviendra pas une deuxième fois et ça sera fini pour moi. On peut pareil prendre le même exemple pour Matheus Nunes. C'est maintenant ou jamais. Sinon, City, ils iront sur une piste, peut-être qu'ils iront sur Frenkie de Jong, sur Nicolo Barella et puis voilà. Donc moi, je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais je pense que ça va commencer à se démocratiser. Je suis complètement d'accord avec tes propos. C'est vrai que les cas de grève, ça c'est toujours, comme tu l'as dit, Karim, ça existe depuis la nuit des temps. Il y en a toujours eu. Mais c'est vrai que maintenant, on est dans une société qui tend dans ce sens-là. Hein, même hors football, hein, j'ai envie de dire, les gens s'expriment davantage, les gens osent plus aller à l'encontre de leur patron, leurs dirigeants. Et c'est vrai qu'on en a une multitude et qu'on en a eu des marquantes cet été. Vous avez cité Kolo Muani ou Nunez, mais c'est vrai que ça tend à ça, d'autant plus lors des années de compétition internationale. Je pense à là l'Euro 2024 qui se profile. Je pense qu'il y a des joueurs qui y verraient un tout intérêt à faire grève pour pouvoir voilà, rejoindre une équipe dans laquelle ils pourront davantage être en lumière et davantage jouer les compétitions avec leur pays. Donc voilà, c'est toujours des mises en contexte assez spéciales. Et oui, on est dans une société maintenant qui est vachement axée là-dessus, hein, maintenant. Je me rappelle à l'époque, tu avais oui, Socrates au Brésil ou même Robbie Fowler du côté du Royaume-Uni qui avait fait voilà, des mouvements de grève pour des contextes différents. Mais là, tu as quand même des joueurs qui, coup sur coup, font grève, hein. Il y a même joueur Roi Félix aussi qui était assez dithyrambique hein, quand il était encore à l'Atlético. Donc voilà, il y a beaucoup de cas de grève qu'on ressent. C'est très intéressant de se pencher là-dessus aujourd'hui. Ouais, on se souvient aussi d'Harry Kane, c'était pas une vraie grève, mais Sora, tu parlais d'abandon de poste, on était un peu aussi dans cette formule avec Harry Kane qui avait refusé de s'entraîner, je crois que c'était en 2021, juste après la finale perdue de Manchester City, quand ils cherchaient leur numéro 9. Voilà, Harry Kane aurait pu venir et finalement, bah voilà, il n'est pas venu, il est retourné au club. Il y a eu peut-être une ambiance un peu voilà, difficile sur les premiers temps, mais voilà, qui s'est apaisée par la suite. Sur les grèves aussi, les gars, on a aussi du coup ce rapport de force qui s'enclenche avec le club euh, et qui peut conduire, on va dire notamment un peu aussi à la précipitation. On parlait justement de Francfort qui avait besoin aussi de trouver son numéro 9 pour vendre aussi Kolo Muani. Mine de rien, bah, ils ont vendu Kolo Muani et ils se retrouvent entre guillemets sans numéro 9 parce qu'il y a toujours Omar Marmouche qui est l'attaquant, mais voilà, ils n'ont pas l'attaquant qu'ils voulaient prendre comme c'était un peu planifié au début du mercato. Alan, par rapport au cas de grève, euh, entre guillemets, comment on doit partager la responsabilité? Est-ce que c'est uniquement de la faute du joueur qui force beaucoup trop son transfert? Est-ce qu'il y a aussi la faute du club qui peut-être a promis à un moment donné peut-être un bon de sortie, entre guillemets, le fameux accord de principe, hein, les accords oraux, comme quoi tu peux partir à la bonne offre, et qui ne sont peut-être pas respectés parce que plan de dernière minute, parce que peut-être qu'ils n'ont pas finalement envie de se séparer du joueur à la dernière minute, ou même ils n'ont peut-être pas envie de se séparer du joueur tout court au vu peut-être de leurs ambitions au fur et à mesure de la saison? Est-ce que c'est aussi par rapport aux agents qui poussent aussi un peu derrière pour essayer aussi d'avoir leur rémunération par rapport à ça? Voilà, la responsabilité des cas de grève de joueurs, tu le partagerais un peu comment entre guillemets, ce pourcentage, Alan?
Bah, écoute, c'est vrai que quand un club recrute un joueur, la principale mission du club, c'est de faire en sorte que le joueur, il se sente bien déjà, qu'il ait un climat, voilà, de confiance, qu'il ait un climat où il va pouvoir exprimer le maximum de son potentiel. Et ça passe par, voilà, tout ce qui est infrastructure, le personnel, le coach, etc. Donc une fois que tout ça s'est réuni, le joueur se sent bien, le joueur commence à performer, et même si dans un coin de sa tête, son but c'est de rejoindre les sommets et de plus tard voilà, décrocher des Ligues des Champions, voire des Coupes du Monde, eh ben, ça passe par performer en club. Donc si tous les aménagements sont faits par la direction pour qu'un joueur puisse s'exprimer et être épanoui, il aura en aucun cas raison de bouger. Maintenant, dès qu'un joueur veut bouger, les raisons sont multiples, hein, mais les raisons, elles sont voilà, il y a la trajectoire qu'un joueur veut prendre. S'il veut voilà, rejoindre un club plus huppé, on peut reprendre l'exemple de Francfort avec Kolo Muani, hein, en rejoignant le PSG, il rejoint un club où il sera déjà mieux payé, certes, mais dans un club aussi qui aura des ambitions vraiment plus hautes. Donc à ce niveau-là, dès qu'un joueur commence à performer et qu'il veut rejoindre un club, à mon sens, la direction doit saisir l'opportunité au bon moment pour rencontrer le joueur, pour lui faire part de ses ressentis, etc. Parce que voilà, des transferts casse-gueule, il y en a tellement dans le football, surtout le football moderne, avec tous les transferts qu'on a. Donc c'est très important qu'un joueur soit épaulé par sa direction et qu'il y ait ce dialogue. Voilà, il faut vraiment, moi je pense, instaurer un dialogue fréquent pour que la direction connaisse les intentions du joueur à X moment de la saison, pour que justement il n'y ait pas un fossé et qu'il n'y ait pas de coup dans le dos qui puisse être fait dans ces cas-là, quoi. Parce que si on reprend l'exemple de Francfort, comme on le cite, hein, je pense qu'il va être souvent pris en fil rouge, mais mis à part le départ de Randal Kolo Muani, le mec part en toute fin de mercato. Et aujourd'hui, Francfort, il se retrouve avec seulement 2 victoires en 7 matchs de Bundesliga, alors que c'était quand même une équipe assez, voilà, qui jouait les places européennes. Là, ils sont dans le ventre mou de la Bundes. Donc, ça n'arrange les affaires de personne, si j'ose dire. Donc, c'est pour ça que pour moi, quand un joueur signe dans un club, le club doit faire en sorte que le joueur se sente le mieux, même si il va pas rester longtemps, pour éviter les conflits et pour éviter ces cas de grève. Je pense aussi que par rapport au cas des grèves, là où il faut faire attention, c'est que maintenant les clubs vont devoir s'adapter à chaque situation. Si jamais ton joueur fait une grosse saison, ou comme on l'aime l'appeler maintenant, une One Wonder Season, faut faire un petit peu comme le Stade de Reims. C'est, on essaye de préparer vraiment un après. On n'est pas là pour bloquer des joueurs. Tu vas partir, tu pars, pas de souci, mais nous, on te retiendra pas. Seulement, il faut partir à un bon prix. Un peu comme avec Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, il n'est pas parti à n'importe quel prix. On lui a dit, OK, on va te laisser partir, mais pas n'importe comment. Et donc, ils lui ont donné ce bon de sortie-là. Il faut que les clubs arrivent à trouver un terrain d'entente et ne pas s'embourber dans une situation qui pourrait leur être fatale. Parce que certes, c'est pas forcément bien d'avoir des joueurs qui vont faire grève, et c'est compréhensible. Mais le mieux, c'est aussi d'avoir un joueur qui soit concerné dans ton projet. Et ça, Mathieu Lacour l'a très bien dit dans le podcast, enfin dans le temps additionnel du Club des 5. C'est nous, on veut des joueurs qui soient à 200% concernés avec le club, peu importe ton talent. Si t'as beau avoir le talent de Messi, si t'es pas concerné, ça comptera pas. Et un Kolo Muani, ben, il aurait même pas été concerné, parce que je suis sûr et certain qu'il serait même pas retourné à Francfort. Je pense qu'il serait resté à Paris coûte que coûte. Il aurait fait le bras de fer et peut-être même qu'il y aurait eu des choses encore plus graves même, admettons. Mais voilà, il faut que les clubs arrivent à trouver un juste équilibre entre vendre le joueur à un prix qui va les convenir, comme l'Eintracht, malgré qu'ils n'aient pas trouvé de remplaçant, et essayer derrière de ne pas conserver une sorte de poids mort. Parce que clairement, que le Moigny, ça aurait été un poids mort. Dans ce genre de cas, on a pas mal de fois des joueurs qui cherchent tout de suite à partir assez rapidement. On va un peu englober un peu, on va un peu prendre du recul sur aussi ces cas de grève. Il y a aussi le phénomène, Alan, des joueurs qui partent de plus en plus tôt. Alors, des fois, ça donne des bonnes choses, hein. Ça donne Matistel qui part alors qu'il a quelques minutes avec le Stade Rennais pour le Bayern Munich pour 30 millions d'euros
et qui se retrouve à faire un début de saison excellent sur ce début de saison, statistiquement en tout cas, et même dans ce qu'il apporte au Bayern, où les dirigeants bavarois sont très satisfaits de ce qu'il donne, mais aussi ça peut donner d'autres exemples où les joueurs partent très tôt et ensuite ils s'enterrent un peu dans leur choix de carrière, et ensuite ça rebondit avec des prêts qui s'enchaînent, des prêts, des prêts, des prêts, euh, où à la fin tu sais pas trop où tout ça va mener. Euh, dans ce football aussi, Alan, qui va quand même entre guillemets de plus en plus vite. Un joueur, voilà, arrive n'importe quoi dans un club intermédiaire de Ligue 1, fait une bonne saison, veut monter tout de suite, on va dire dans le club de Bundesliga, UP un peu, fait une bonne saison et direct veut rejoindre Chelsea, veut rejoindre le Bayern ou veut rejoindre par exemple le Milan d'un coup. Euh, voilà, cette accélération, en fait, on n'a plus envie de faire 2 ou 3 ans dans le même club pour ensuite faire des stades de progression, on va dire classiques, pour montrer, pour confirmer aussi justement les espoirs qu'on a, qu'on a placés en ces jeunes joueurs. Aussi, Alan, avec ces joueurs qui veulent toujours partir toujours plus tôt, pour avoir toujours plus, entre guillemets, de temps de jeu, mais à la fin, on a l'impression qu'ils en ont de moins en moins aussi. Comment on peut faire aussi pour entre guillemets, comment les agents, comment les joueurs, comment l'entourage, comment les clubs peuvent aussi penser entre guillemets différemment pour convaincre notamment le joueur ou l'entourage convaincre justement son joueur, pour l'agent de convaincre son joueur de rester et de s'accrocher un peu dans le club, voilà, de pas faire, je donne un exemple, pas faire que 2 saisons à Reims, pas faire que une seule saison au Stade Rennais, pas faire qu'une seule saison à Sassuolo, pas faire qu'une seule saison aussi à Cologne ou ce genre d'équipe, et rester entre guillemets un peu dans une certaine continuité, grandir aussi avec le club pour ensuite évidemment un jour partir si la possibilité t'en est donnée, mais au moins confirmer que voilà, t'as enfin eu le checkpoint comme on dit de ce palier-là, tu es prêt pour le palier suivant. Et comment on fait, Alan, selon toi, pour convaincre le joueur de rester jusqu'à qu'il ait confirmé les espoirs passés en lui, en tout cas dans le contexte du club où il est pour grandir? Ouais, ouais, bah, pour moi, selon moi, il faut déjà, et ça c'est la base, ça paraît simple comme ça, mais il faut un entourage déjà très solide. Un entourage avec des parents, déjà la famille très important, et un agent qui ont la tête sur les épaules, qui ne vont pas jurer par l'argent dès le début. Donc ça, c'est la première chose. De deux, je pense pour moi qu'un joueur aussi doit faire ses bases dans son pays pour pas avoir de problème de barrière de la langue. Hein, on peut croire que c'est bête, mais en vrai, c'est super important. Et il faut après laisser du temps au temps. Là, le joueur numéro un actuellement, si on prend, c'est Erling Haaland. Erling Haaland, il n'a pas signé à City du jour au lendemain. Il a fait ses classes à Bryne, Bryne, c'est un club, ouais, un club norvégien, enfin son club formateur, avant d'aller à Molde déjà. Donc déjà, Molde qui était un petit club, il n'y est pas allé tout de suite. Donc il est à Molde, après il a fait Salzbourg, Dortmund et une fois Manchester City. Et il y a des équipes comme ça, comme Salzbourg, comme Dortmund, qui sont aussi des très bons clubs pour progresser. Donc il faut que les agents de joueurs et l'entourage soient très vigilants et très au fait de ces fameux clubs qui peuvent être des clubs passerelles où tu restes pas longtemps pour pouvoir progresser. Mais quand tu vois qu'il y a des joueurs, je sais pas moi, qui c'est que je peux te citer, qui a complètement floppé enfin, qui était premier à bel avenir. Je sais pas, un Paul Georges Ntep, par exemple, qui a fait Auxerre, Rennes assez longtemps. Il a décidé de rejoindre Wolfsburg, alors que c'était peut-être pas forcément le moment. Alors pourquoi? Parce que ils ont dit, ça y est, Bundesliga, c'est bon, ça va exploser forcément, etc. Il va pouvoir briller, etc. Sauf que le mec, ben, il est allé à Wolfsburg, il est allé à Saint-Étienne juste après. Donc, en vrai, faut être très vigilant vis-à-vis de ça. C'est sûr que c'est pas un travail facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais pour avoir une carrière de foot réussie, il n'y a pas que le talent il y a pas que le talent et la chance, hein, il y a aussi l'entourage et pour moi c'est un facteur clé pour que le joueur puisse progresser dans de bonnes conditions et puisse avoir une carrière assez épanouie. Et Soura aussi, par rapport à la responsabilité, encore une fois, que on peut aussi imputer au club, et ce qui peut, toujours en restant dans notre sujet des fameux, alors pas que le sujet des grèves évidemment, mais le rapport entre guillemets un peu conflictuel qui commence à s'installer. Alors je dis pas que c'est vraiment une règle générale, mais un rapport conflictuel
on va dire, plus établie que précédemment entre les joueurs et les clubs. Dans ce rapport aussi conflictuel, Soura, est-ce que la responsabilité des clubs n'est pas aussi engagée? Je prends l'exemple notamment de notre bonne vieille Ligue 1, où on voit les joueurs comme vraiment des marchandises, pour reprendre l'expression de Moussa Dembélé, où on voit des actifs, on voit des billets, entre guillemets, on voit des gros montants aussi pour ces joueurs-là, où on peut reprocher aux entourages des joueurs et aux joueurs eux-mêmes de vite vouloir prendre la poudre d'escampette pour filer en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Mais est-ce que Soura, il n'y a pas aussi une petite, moyenne ou grosse responsabilité à aller imputer aussi au club qui, dès que voilà, le joueur a fait sa grosse saison, il a marqué 15 buts, il a fait 7 passes décisives, il est nommé parmi les meilleurs joueurs du championnat, ou il est nommé parmi les meilleurs jeunes du championnat, les clubs, voilà, on arrive en juin, ils reçoivent différents appels de différents clubs intermédiaires ou gros clubs. Est-ce que aussi c'est pas de la faute du club de se dire ah ils ont voulu directement capitaliser sur ça et entre guillemets ils ont facilité la vente du joueur et ils n'ont pas instauré un dialogue avec le joueur pour lui permettre de rester un peu plus longtemps. Est-ce que les clubs sont aussi à une partie de ce problème pour toi, Sopra? En fait, le truc, c'est que par rapport au club, c'est la même chose que les joueurs et surtout en Ligue 1. En Ligue 1, on va prendre un exemple assez criant. Hugo Ekitike, qui fait une grosse saison, une bonne saison prometteuse au Stade de Reims, 11 buts en Ligue 1, avec une blessure qui l'éloigne des terrains pendant 2-3 mois, si je me souviens bien. Donc, ça montre qu'il a quand même encore du temps de jeu à aller gratter pour sa deuxième saison au Stade de Reims. Cependant, tu es dans une situation où tu as Newcastle qui est sur toi depuis un moment, et ça, le directeur général du Stade de Reims l'avait très bien expliqué, et tu as le Paris Saint-Germain qui vient toquer à ta porte. Et dans ce cas-là, notamment sur celui du Paris Saint-Germain, tu as le PSG qui va mettre 35 millions d'euros, avec Newcastle aussi, hein, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ces deux clubs-là mettent 35 millions d'euros sur la table du Stade de Reims. Et pour le coup, le Stade de Reims, c'est un club qui travaille très bien, qui essaye le plus possible de conserver leurs joueurs et de les laisser partir, on va dire, au bon moment. Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, a déjà retenu certains joueurs qui n'étaient pas forcément prêts de partir au bon moment. Sauf que cependant, il y a des réalités qui sont économiques. Et là, je parle surtout sur le cadre de la Ligue 1. Sur les autres championnats, je ne suis pas assez expert, mais sur la Ligue 1, je sais que les réalités économiques sont extrêmement grandes. Et par exemple, un club comme le Stade Reims qui reçoit 35 millions, même si dans leur fort intérieur, ils estimeraient, j'utilise au conditionnel, qu'ils estimeraient que Hugo Ekitike n'est pas encore prêt pour rejoindre le Paris Saint-Germain, 35 millions, tu ne peux pas les refuser. Tu ne peux pas les refuser. Tu auras beau dire à Ekitike, oui, tu sais, le PSG, c'est peut-être trop grand pour toi. Essaye de faire encore 2 saisons au Stade de Reims pour confirmer ton talent, comme tu l'as dit. Mais à un moment, en Ligue 1, et je prends cet exemple assez souvent, le FC Lorient, avec la vente de Terem Moffi et de Dango Ouattara, ils ont eu leur chiffre annuel, 50 millions d'euros. Donc au final, pour certains clubs, tu ne peux pas faire face. Tu reçois une offre alléchante, c'est directement, on accepte. Parce que ça va te servir pour pouvoir renforcer derrière, ça va te servir pour renflouer dans tes caisses et essayer d'améliorer tes infrastructures, ta post-formation, ton staff, tout, en fait, ça va être bénéfique pour toute ta structure du club et la permettre de grandir derrière. Tu ne peux pas refuser plus de 30 millions pour certains clubs de Ligue 1. Si tu refuses ça, tu te tires une balle dans le pied. On sait ô combien certains clubs préparent la DNCG une saison à l'avance. N'est-ce pas l'UFC Metz avec la vente de Miko Tadze à l'Ajax d'Amsterdam? Donc au final, certes, il y a une partie, il y a une responsabilité qui incombe au club, mais je dirais pour certains clubs, notamment par exemple un Olympique Lyonnais qui aurait pu conserver certains joueurs et qui s'est beaucoup trop attaché à l'achat-revente et ce qui leur a fait beaucoup de mal. Mais pour d'autres clubs un peu intermédiaires, malheureusement, en tout cas en France, la réalité économique est beaucoup trop forte pour eux. Après, l'exemple de Lorient, il est bon, tu as raison. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, là, Lorient est en grande difficulté aussi. Donc, est-ce qu'ils ont bien anticipé les ventes? Ça aussi, c'est un taf super important à faire. C'est sûr que c'est pas évident parce que tu as souvent des mauvaises surprises. Mais c'est vrai que la réalité, c'est, enfin, on t'a envie de vendre un joueur, tu sais qu'il va t'en mettre plein les yeux au niveau de la monnaie, tu vas forcément faire du chiffre. Mais qu'est-ce que tu en fais derrière? C'est ça qui est intéressant de penser.
surtout dans le football actuel, hein, où tu signes un joueur pour 5 ans de contrat et tu le vends l'année d'après. Enfin, c'est assez fou à ce niveau-là. Il y a aussi un peu le nouveau phénomène de la data qui arrive de plus en plus. Alors, on en a parlé évidemment pour les clubs, donc c'est pas nouveau, mais moi j'ai l'exemple tout de suite de Joshua Kimmich qui a négocié sa prolongation de contrat au Bayern Munich. Alors, si les infos sont vraies, il a pris un avocat, il a mandaté une boîte de data pour renseigner toutes les statistiques importantes et clés de ses dernières saisons au Bayern Munich et de son importance au Bayern Munich. Donc, il est venu avec son représentant juridique, comme je disais, son avocat. Il est venu avec on va dire, ce gros dossier au Bayern. Et voilà, il a présenté, entre guillemets, une sorte de PowerPoint, si je puis dire, de diaporama pour sa prolongation de contrat. Et c'est vrai que, alors, on parle de Joshua Kimmich, mais c'est aussi un truc, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais il y a d'autres joueurs sur lesquels De Bruyne a aussi négocié une prolongation comme ça. Donc, ça se fait, alors pour les gros joueurs évidemment, mais il n'y a aucun doute que ça se fait aussi pour d'autres joueurs. Alors, pas sûr que ce soit les joueurs eux-mêmes qui mandatent une boîte d'agents, une boîte de data, hein, sûrement leurs agents, leurs entourages et autres. Mais ouais, il y a ce phénomène qui existe aussi dans le foot, Alan, où peut-être les joueurs partent aussi beaucoup plus vite, donc essayent de capitaliser comme je disais, sur leurs statistiques et sur leur bonne saison, sur leur unique aussi bonne saison, et qui veulent aussi tout de suite rentrer un peu dans une sorte de bras de fer avec leur club, Alan. Euh, pour toi, comment en fait on peut voir aussi justement à l'avenir cette relation entre les clubs et les joueurs? Je prends quand même l'exemple souvent des jeunes joueurs parce que c'est ceux à plus forte valeur marchande et c'est ceux qui ont aussi plus volonté de partir, on va dire, entre guillemets, rapidement. On sait que par là, pour un joueur de 33 ans, même s'il veut quitter le club, généralement, ça peut aussi arranger le club qu'il a en termes d'économie de salaire et autres. Surtout que voilà, tu vas pas non plus en gratter des millions et des millions sur des joueurs de 33, 34, 35 ans. Mais par rapport aux jeunes joueurs aussi, Alan, comment tu vois un peu aussi cette relation entre les clubs et les jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui veulent toujours partir, entre guillemets, plus vite, plutôt pour, entre guillemets, des gros clubs qui peut-être, comme on a dit, sans avoir de base solide, en fait, derrière, comme je disais, c'est un peu la valise est légère, si je puis dire, quand ils arrivent dans ces clubs-là. Et, et justement aussi des clubs qui, pour certains, si le joueur a fait une saison un peu moins bien, on en est voilà, comme je disais, la deuxième saison, la saison a été un peu moins bien, pas aussi bonne que la première. Le club veut entre guillemets encore garder son joueur un an de plus pour essayer de le revaloriser, pour le revendre à meilleur prix à la troisième saison, pendant que le joueur, lui, à la deuxième saison, s'est dit voilà, il a fait qu'une saison de moins bien, c'est le moment déjà de prendre la poudre d'escampette. Voilà, comment tu vois un peu les relations entre club et joueurs à l'avenir, Alan, sur le sujet du mercato? Bah, c'est vrai qu'on perd de plus en plus l'aspect humain. Et c'est regrettable, hein. Moi, j'aimais beaucoup la façon dont Galliani et Berlusconi allaient chercher leurs joueurs, justement. Ils les attendaient, ils les attendaient dans le parking souterrain des stades pour négocier avec eux directement. Et ça, c'est des choses que tu retrouves plus du tout, hein, parce que maintenant, c'est tout informatisé, c'est tout, comme t'as évoqué, hein, le système de data moi, avec moi, perso, j'ai beaucoup de mal avec ce phénomène de la data dans le football, du moins la data à outrance. Mais maintenant, c'est vrai que c'est presque tout fait, hein. T'as même ChatGPT qui te crée un discours pour pour la direction qui va parler aux joueurs. Enfin, tout est un peu stéréotypé. Et du coup, ça perd cette valeur, je trouve, cet aspect humain qu'on a quand un joueur rejoint un club. Maintenant, il rejoint tout bêtement une entreprise, voilà, et c'est un peu stéréotypé, voilà. Tu viens pour signer pour ce club de temps à temps, voilà tes objectifs, point barre et tout. Et je trouve que ça manque beaucoup d'humain et c'est ça qui peut, selon moi, à terme, être très dangereux, hein, puisqu'on n'a plus beaucoup de spontanéité dans le football. Tout est un peu très stéréotypé. Et ça a un effet considérable sur la formation des joueurs, selon moi. Bah, c'est assez complexe en vrai comme équation que tu me poses parce que ça sera quand même assez différent par facteur. Certains clubs, ils vont demander un prix qui sera quand même plutôt raisonnable et le joueur partira. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, un juste équilibre. Il ne faut pas, il faut à tout prix pour certains clubs
ne pas arriver au moment fatidique où le joueur voudra partir au clash, décider de faire grève, décider de ne pas aller à l'entraînement, de ne plus répondre aux mails de l'intendant du club. C'est vraiment ça qu'il va falloir faire attention et donc ça sera à surveiller. Et Soura aussi, on va finir un peu sur cette question. Le sujet, on va dire, de base du podcast, c'était les grèves de joueurs, d'une, d'un, d'un nombre, on va dire, un peu, si je puis dire, conséquent qu'il y a eu sur ce mercato, en tout cas beaucoup plus que sur les précédentes années. Est-ce que toi, c'est un phénomène que tu vois se multiplier mercato 2024, 2025, 2026? Ça dépend. Ça dépend. Le phénomène de grève, oui, il va se multiplier. Ça, c'est sûr et certain que ça va continuer et ça va même prendre une ampleur peut-être un peu plus grande que ce qu'on a connu auparavant parce que aujourd'hui, on est sur la starification des joueurs. Si tu as un club qui vient toquer à ta porte tout de suite, c'est les étoiles dans les yeux. Donc oui, ça peut vraiment, il peut y avoir ce phénomène qui vient et qui vaut à se perpétuer chaque année. Ouais, ouais, bah, de toute façon, maintenant, les joueurs essayent d'avoir de plus en plus de pouvoir hein, entre eux, et si ça va pas, ils sauront que quoi qu'il arrive, ils seront bien lotis, vu que les salaires démesurés que le football propose. Donc, ouais, forcément, ils vont vouloir de meilleures conditions de travail, ils vont vouloir de meilleures façons de s'exprimer, et ils vont vouloir voilà, se barrer dès qu'ils le souhaitent. Moi, je pense que ça va à terme, il faudra trouver une solution justement pour pallier à ça, pour que les clubs restent maîtres de leurs joueurs, parce que là, ça commence à être quand même assez préoccupant. Et par contre, il y a des autres grèves qui peuvent être intéressantes, qu'on a peu mentionnées. C'est plutôt les grèves par rapport au fait que, ouais, il y a trop de matchs, etc. Ça, c'est des grèves où les joueurs commencent à de plus en plus s'exprimer. Et ça, je trouve ça bien, par contre, parce que tu as quand même un contexte où il y a de plus en plus de matchs, plus en plus voilà, de temps additionnels qui sont rajoutés, etc. Donc les joueurs sont de plus en plus usés et je trouve ça bien que les joueurs réagissent à ce niveau-là. Mais par contre, si on reste dans le domaine des grèves, juste parce que un tel veut quitter son club pour rejoindre un autre club, alors que tu es sous contrat, mec, bah moi je trouve ça quand même assez regrettable. Et après, ça va être quoi la prochaine étape? Parce que plus il y aura de 10 voilà, de sujets à embrouille, etc., plus il y aura de conflits et plus il y aura voilà, des dérives qui vont pouvoir se passer. Il peut y avoir même de la violence, il peut même y avoir voilà, des mots durs, etc. Et vu que maintenant que tout est quasiment tout filmé, on sera forcément au courant de choses qui vont pouvoir se dire. Donc, ça peut briser même des carrières, hein, ce phénomène de grève. Donc, charge au club de trouver une solution voilà, arrêter ce phénomène qui, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, risque avec le temps d'être de plus en plus présente malheureusement. On va finir, les messieurs, sur un dernier cas que j'aimerais évoquer. On parlait des cas peut-être plus regrettables, ça dépend du point de vue, Mateusz Nunes, Colomani. J'aimerais évoquer le cas du groupe Red Bull, notamment à travers le Red Bull Salzbourg et le Rasenballsport Leipzig, où ce genre de phénomène est, pour ainsi dire, absent. Hein. On n'a jamais vraiment entendu parler de problèmes entre les joueurs et les clubs à Salzbourg et à Leipzig. Pourtant, voilà, on sait que notamment à Leipzig, c'est un club qui n'est pas non plus forcément très aimé en Allemagne, qui pourrait faire du remous. On n'a pas entendu plus d'histoires. À Salzbourg non plus, on n'a pas non plus de joueurs qui demandaient un départ immédiat. Soura, comment on l'explique justement ça que à Salzbourg, à Leipzig, ça se passe très bien? Est-ce que c'est par rapport aussi à la clarté des ambitions et des attentes que les dirigeants ont pour les joueurs? On sait que généralement, que ce soit à Salzbourg ou à Leipzig, c'est des cycles en 2, 3, possiblement 4 ans pour, je précise encore évidemment pour des jeunes joueurs. Et on leur dit voilà, pendant 3 ans, imaginons de 2020 à 2023, on va te garder au club. Et à partir de 2023, voilà, tu auras bien progressé, tu auras atteint ce qu'on attend de toi. Et là, tu auras ton, entre guillemets, ton bon de sortie. Si tu es à Salzbourg, bah, pour Leipzig ou pour un club intermédiaire plus des 5 grands championnats. Ou si tu es à Leipzig, bah, carrément pour les plus grands clubs, Manchester City, le Real
ou autre. Est-ce que voilà, c'est cette politique de clarté et de j'ai envie de dire d'honnêteté aussi entre les joueurs où oui, vous partirez un jour, ça il y a pas de souci et on est prêt à le faire, mais vous partirez aussi à nos conditions selon, ce qu'on attend de vous? Est-ce que c'est cette, politique Soura qui fait que, il y a jamais vraiment de problème, durant le mercato dans les 2 clubs du groupe, Red Bull? Bah, déjà, le groupe Red Bull, c'est un groupe qui fonctionne très bien. Le projet est clair, comme tu l'as dit, mais il y a aussi quelque chose qui est important à prendre en compte pour un jeune. Si tu joues à Salzbourg, déjà chaque année, tu es compétitif, tu joues le titre, chaque saison, tu joues la Ligue des Champions. Ça, c'est un argument de poids dans la carrière d'un joueur. Jouer la Ligue des Champions, c'est pas rien. Quand bien même tu joueras pas les hauts rangs en Ligue des Champions, tu vas quand même jouer la coupe aux grandes oreilles. Ensuite, l'étage au-dessus, eh ben, il est bon parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de problème. C'est que toi, tu es la galaxie Red Bull, tu envoies un joueur dans ton club à toi. Donc, en fait, dans ta tête, il n'y a pas de problème, en fait. Ça va pas être un problème. Et si un joueur, il est par exemple, au Rasenballsport Salzbourg et il fait le saut et le bond pour aller au Rasenballsport Leipzig, comme Amadou Aïdara, mon chouchou, bah, c'est pas grave en fait, il y aura pas de problème, il y aura pas mort d'homme déjà parce que le prix du transfert ne sera pas grandement élevé, ne sera pas trop cher. Dortmund a mis quoi, une vingtaine de millions d'euros pour Haaland, donc le prix sera pas élevé, donc les demandes ne seront pas mirobolantes. Et derrière, tu rejoins une équipe qui est capable de jouer le top 4 chaque saison en Bundesliga, qui est aussi capable d'aller chercher des résultats face aux écuries, face aux locomotives du championnat, dont le Bayern, le Bayer et Dortmund, pour ne citer que. Donc là, c'est un cas qui est quand même plutôt différent que de prendre un club comme Lorient, Reims, Bordeaux, par exemple. Parce que là, tu es sur un club qui est géré par un groupe, en fait. C'est un multigroupe. C'est comme si un jour, il faisait bon, bah, je suis à Manchester City, j'ai pas de temps de jeu, bon, bah, je vais aller à 3. Ou je suis à 3, j'explose et je vais aller à City. Il n'y a pas de questions qui vont se poser. City, s'ils décident de prendre un crack à 3, ils vont le prendre parce que c'est leur groupe, c'est eux qui décident. Et c'est eux qui décident d'évincer un entraîneur ou non, qui ne correspond pas à leur philosophie de jeu. N'est-ce pas Bruno RLS qui a été malencontreusement licencié. Donc là, c'est un cas qui reste quand même assez différent parce que tu sais ce que tu veux faire de tes joueurs, tu sais où est-ce qu'ils vont aller. Alors, il y a des différences. Par exemple, Mohamed Camara est parti à Monaco, mais pour pas cher, tu vois. C'est des clubs qui n'ont pas des demandes Mmh. astronomiques parce que le plafond au-dessus, ça va être Leipzig et c'est là que tu vas pouvoir récupérer des moyens, des sommes qui vont être conséquentes. Josko Gvardiol, Szoboszlai, Kunku. Là, on pourra tout de suite commencer à parler d'argent et parler de sommes énormes. Et de toute façon, à Leipzig, t'as pas le choix. C'est un club qui va faire progresser les joueurs de manière grande. Après Soura, par rapport, à Leipzig, notamment, il y a le cas Naby Keita. Moi, c'est un cas que j'aime beaucoup, qui rejoint Liverpool, en 2017 ou en 2018, j'ai un doute sur la date. Et une saison avant de le rejoindre, Liverpool le voulait déjà, donc Jürgen Klopp le voulait déjà, mais Leipzig avait fermé la porte, avait dit non, non, pour le moment, on le garde. Il n'a pas encore fait le fameux parcours qu'on attend de lui, le fameux un peu 3 ans. Généralement, c'est un peu 3 ans le cycle à Leipzig. Donc, on le garde et venez retoquer l'année prochaine. Sora, comment on explique voilà, que Naby Keita, il n'a pas dit ah non, mais Liverpool, c'est l'occasion de ma vie. Je peux aller chercher une Ligue des Champions, je peux aller faire une finale, je peux aller gagner une première ligue. En plus, le projet est montant, il y a des gros joueurs. Le milieu de terrain, là, j'ai ma place. Peut-être que au même mercato, ils allaient recruter un autre top milieu et que j'allais plus venir. Voilà. Comment on explique que ce qu'on a pu voir, notamment dans d'autres clubs où les mecs faisaient le forcing pour rejoindre, parce que là, quand même, voilà, on parlait de Liverpool et un Liverpool qui s'était bien reconstruit. Comment on peut expliquer qu'un Naby Keita n'a pas forcé et a attendu tranquillement la saison suivante pour ensuite bien accomplir son transfert à Liverpool, en plus à un très bon prix, hein, je crois que ça fait à peu près plus d'une trentaine, une quarantaine de millions d'euros. Pourquoi voilà, ça s'est passé de manière saine, ce transfert notamment? Chaque joueur est différent. Chaque joueur a une mentalité différente au sein de son entourage, au sein de lui-même. Il se dit, lui aussi, il se dit, ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est peut-être pas le moment pour moi d'aller à Liverpool. Je pense que j'ai aussi des preuves à faire dans votre club.
Au final, comme tu l'as dit, il est parti à Liverpool, mais avant ça aussi, il est allé à Leipzig. Donc, c'est là aussi que sur certains clubs, il faut savoir mettre des limites envers les joueurs. Il faut savoir dire, c'est pas le moment. Sois humble, fais preuve d'humilité. Ne prends pas la grosse tête. Ça n'est pas le moment pour toi d'aller dans ce club. Tu iras peut-être dans un grand club plus tard, mais confirme tes promesses. Parce que combien de joueurs, par exemple, alors je dis pas qu'Anthony a fait la même chose, mais Anthony, Jadon Sancho, Anthony Martial, bizarrement des joueurs de Manchester United, bizarre, mais ces trois joueurs-là qui ont explosé dans leurs clubs respectifs, Monaco, l'Ajax et le Borussia Dortmund, ont tous fait le choix directement de partir dans un grand club, au lieu peut-être de confirmer encore une dernière saison, même si je pense que Sancho n'avait peut-être plus rien à prouver à Dortmund. Bah, sur le cas, par exemple, d'Anthony Martial et d'Anthony, à ces grosses saisons, ça part dans un grand club, et après, il n'y a plus rien, tu fais plus rien, tu fais pas grand-chose. Martial, s'il était resté 3-4 saisons en Ligue 1, dans un Monaco qui était quand même très compétitif, hein, on l'a vu des saisons plus tard, bah, peut-être qu'il aurait pu partir à Manchester United ou dans un autre grand club avec une meilleure structure, surtout parce que Manchester United, ça n'aide pas forcément au total épanouissement. C'est là aussi que, comme l'a dit Alan, il faut prendre aussi en compte l'entourage des joueurs dans ce football-là, comme l'a dit Zlatan Ibrahimovic. C'est horrible et c'est toxique. Chaque entourage, eux, ils veulent directement que leurs joueurs visent la ligne. Au bout d'une saison, c'est ah non, lui, mon petit, là, c'est le futur Kylian Mbappé, ça va directement au firmament. Tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Tout le monde n'est pas Mbappé où tu as un passage à vide, hop, tu allumes la lumière, tu mets un triplé face au FC Barcelone, par exemple. Tu vois? Donc, il faut savoir faire preuve de patience, se dire que c'est pas le moment pour moi et faire confiance à mon club qui a forcément raison. Et il y a quand même une chose à mentionner aussi quand tu parles de Red Bull, de Salzbourg ou de Leipzig, c'est aussi le fait que les entraîneurs qui figurent là-bas, et ça c'est important, ils participent énormément au développement des joueurs et ils sont pas là pour faire du grabuge ou quoi que ce soit. Si tu prends Salzbourg, si tu prends Leipzig ou même Salzbourg, hein, c'est des mecs comme Nagelsmann, des mecs comme Ralf Rangnick qui savent pourquoi ils sont là aussi. Donc ils sont pas là pour retenir les joueurs, ils savent faire avec. C'est pas des joueurs qui vont se plaindre. Si tu prends du côté de Salzbourg, et notamment Décimarche ou Marco Rose, qui ont fait de l'excellent travail avec ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient, ils n'ont pas besoin voilà, de starification de joueurs. Et ils veulent juste un groupe de jeunes joueurs. Ils savent le faire et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir ensuite les revendre à prix d'or. Donc, ça, je pense que le fait d'avoir des managers comme ça, ou enfin, managers entraîneurs très respectés et qui prônent en plus un jeu intéressant, c'est tout à mettre au crédit du beau travail que fait le groupe Red Bull dans le monde du football. Ben, ouais, c'est un travail qu'on devrait peut-être un peu plus valoriser. En tout cas, ils ont leurs résultats avec un Leipzig qui monte d'année en année. Bon, Salzbourg, on sait pas, c'est dans la Ligue des Champions, essayer d'aller gratter si possible un quart de finale, mais ils gagnent le championnat quand même sur certaines années au minimum. Donc, et puis comme on a dit, il n'y a pas de soucis pendant le mercato là-bas. Donc, peut-être qu'il faudrait un peu plus s'inspirer de ces modèles-là. Messieurs, je vous remercie du coup pour ce podcast. Voilà, une petite quarantaine de minutes, un peu plus sur ce podcast pour les auditeurs. Hein, un sujet quand même assez intéressant qu'on devait faire durant la précédente trêve internationale. Malheureusement, on n'avait pas pu. Donc, on se rattrape durant cette trêve internationale. Merci à vous, les gars, du coup, pour vos interventions de qualité. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao à tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!